Monsieur le président, madame, monsieur le ministre, mes chers collègues, face à ce texte, il n'y a qu'une question importante à se poser. Ce projet de loi va-t-il permettre de lutter efficacement contre le terrorisme et le séparatisme ? Les articles qui composent ce texte permettront-ils concrètement de conforter les principes de la République selon le nouveau titre de ce projet de loi ? Seront-ils opérants pour lutter contre les séparatismes qui se développent dans notre pays, conformément à l'appellation initiale de ce texte ? On peut rajouter une seconde question. Ce texte sera-t-il efficace pour contrer la menace terroriste ? Car c'est bien ce dernier point qui nous intéresse tous et qui intéresse l'ensemble des citoyens français. C'est avec ces deux questions en tête que nous avons étudié en profondeur ce texte, participé aux éditions, que nous avons questionné le gouvernement, que nous avons proposé de très nombreux amendements en commission, dans un esprit constructif, et que nous continuerons de le faire lors de ces 2 semaines d'examen en séance publique. Il nous a semblé que le gouvernement et sa majorité souhaitaient faire de ce texte, présenté comme ambitieux, un marqueur politique. En témoigne le grand nombre de ministres auditionnés, présents tout au long de l'examen en commission, et de nouveau en séance publique. Et effectivement, ce texte nous paraît important pour plusieurs raisons. Il traite de sujets cruciaux en matière de service public, d'ordre public, d'enseignement, d'association, d'exercice du culte. Il modifie plusieurs de nos lois emblématiques, telles que la loi plus que centenaire de séparation des Églises et de l'État de 1905, bien sûr, ou encore la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, ou la loi de 1882 sur l'enseignement. Enfin, il touche, et c'est là quelque chose, madame, messieurs les ministres, que vous devez toucher avec une grande prudence, il touche à plusieurs de nos libertés fondamentales. La liberté d'enseigner, la liberté d'association, la liberté de culte, la liberté de communication, pour ne citer que les principales concernés par ce texte. En guise de propos liminaire, je veux rappeler que nous pensons tous, comme semble-t-il le gouvernement, que l'islam radical, on devrait plutôt dire le fondamentalisme islamique, constitue une menace importante pour notre société. À ce titre, nous partageons la volonté affichée de s'attaquer à ce problème et de réaffirmer notre attachement collectif au principe fondamental de la laïcité. Toutefois, nous préférons le dire d'emblée, et nous n'avons pas changé d'opinion depuis l'examen en commission, votre texte, en l'état, nous semble en grande partie rater sa cible. Censé viser l'islam radical, ou plutôt le fondamentalisme islamique, il nous semble qu'il va surtout rendre la vie plus compliquée à un nombre considérable de parents, d'associations, de croyants de diverses religions, qui sont tous de bons républicains, qui respectent les règles et qui n'ont rien à voir avec le fanatisme initialement visé par le texte. Attention, madame, monsieur le ministre, aux dégâts collatéraux. Ainsi, les articles de ce texte peuvent être divisés en 3 grandes catégories. Première catégorie d'articles rassemble des articles qui vont effectivement conforter les principes de la République et qui apportent une amélioration positive et que nous soutenons. Une seconde catégorie d'articles qui pourraient être acceptables, mais dans un certain nombre nous paraissent, malgré les quelques améliorations en commission, inutiles, car ils sont déjà couverts par le droit existant, soit quasiment inapplicables. Enfin, dans une troisième catégorie, des articles que nous trouvons dangereux, car attentatoires aux libertés fondamentales et qu'il faut tout bonnement repousser. En premier, commençons donc par cette première catégorie. Nous saluons les mesures, notamment contenues au chapitre 1er relatives à la neutralité du service public. Il est vrai que nous portons au niveau de la loi la jurisprudence du Conseil d'État. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements en commission pour parfaire les dispositifs proposés, les préciser ou souligner les imperfections, et nous en proposerons de nouveau lors de cet examen en séance dans un esprit constructif. Je pense tout d'abord à l'article 1er qui vise à rendre plus effectif le principe de neutralité du service public en élargissant les obligations de neutralité aux organismes privés effectuant une mission de service public, une mesure de bon sens.
mais dont il convient de préciser et de clarifier dans la loi le champ d'application et le dispositif de sanction applicable, car c'est le rôle du législateur de définir les dispositifs de sanction. Je pense aussi à l'article 2, qui étend la procédure de référé accéléré aux actes des collectivités territoriales qui portent atteinte au principe de neutralité. Une procédure que nous proposons d'ailleurs d'étendre à 2 autres types d'établissements publics, ceux de l'enseignement, d'une part, et ceux relatifs à la santé, d'autre part. Nous saluons également les mesures prises pour protéger les fonctionnaires aux articles 3, 4 et 5 de ce projet de loi. En second, il existe un certain nombre d'articles qui, si nous en partageons l'ambition sur le fond, nous paraissent souvent inutiles, soit parce qu'ils sont déjà couverts en grande partie par le droit existant, soit parce qu'ils sont peu applicables. Ces articles relèvent davantage de l'incantatoire, de l'affichage, contribuant à une prolifération législative inutile qui risque in fine d'affaiblir la loi. C'est le cas de plusieurs articles du chapitre portant sur la dignité humaine. Prenons l'exemple de l'article 13, concernant la protection des héritiers. Tout d'abord, il est incomplet car il ne prévoit aucun dispositif concernant les conjoints. Il ne concerne que les enfants. Il est surtout difficilement applicable et risque simplement de conduire à créer des contentieux internationaux sans fin, comme d'ailleurs l'ont souligné les représentants du notariat. Les articles relatifs à la lutte contre la polygamie sont aussi concernés. L'article 15 en particulier, qui prévoit le versement des pensions de réversion au premier conjoint survivant pour les épouses de polygames étrangers, mais dans le même temps précise que ces mesures devront se faire en respectant les engagements internationaux de la France. Or, la France a signé 13 conventions bilatérales de sécurité sociale avec l'essentiel des pays pratiquant la polygamie et qui prévoient ces conventions le partage des pensions de réversion, ce qui rend l'article inutile, sauf si le gouvernement s'engage à dénoncer ces conventions. Or, Madame la ministre, je vous avais posé la question, vous avez un peu esquissé dans votre réponse, et puis, dans un deuxième temps, il semble que vous ayez pris un engagement lors de l'examen en commission pour renégocier ces conventions. Mais, Madame la ministre, il faut préciser dans quel délai, et j'espère que cet engagement sera renouvelé quand je vous poserai la question, ou d'autres collègues dans l'hémicycle, et surtout qu'il sera suivi d'effet dans des délais rapides. Nous saluons certaines avancées du texte suite au travail en commission, telles que l'adoption d'un amendement que nous avions, comme beaucoup de nos collègues, proposé pour sanctionner les personnes qui forcent les jeunes filles à demander ces pseudo-certificats de virginité, et non pas simplement les médecins, puisque certains médecins les délivrent tout simplement pour protéger les personnes, et pas du tout dans un but de contourner la loi, ou plus exactement les recommandations de l'ordre des médecins. Enfin, il y a une troisième catégorie d'articles qui se dessine dans ce texte. Certaines dispositions nous paraissent attentatoires aux libertés fondamentales. Certaines dispositions font l'objet de débats au sein de notre groupe et au sein de la majorité, et je voudrais développer ce thème. Ceci concerne notamment les mesures du chapitre 2 relatives aux associations, en particulier l'article 6 de ce projet de loi, qui prévoit la création d'un contrat d'engagement républicain entre l'État et les associations. Mais enfin, Madame, Messieurs les ministres, la République n'est pas un contrat. Il faut parler d'engagement à respecter les principes républicains, mais pas un contrat. D'ailleurs, Madame la ministre, j'ai été très choqué en lisant le journal du dimanche, hier. J'ai découvert, alors que vous nous aviez promis que nous aurions, pour le début de la séance, votre projet de contrat, je l'ai découvert par morceaux dans le journal du dimanche. C'est une pratique, franchement, très choquante. Eh bien, il fallait nous le distribuer avant le journal du dimanche, Monsieur le Président. Voilà. Et je vous l'ai dit, cette convention, puisque c'est un texte unique, est totalement inadaptée à l'extrême diversité des situations. Quant aux articles visant à lutter contre la haine, ils posent problème, notamment l'article 18, malgré sa modification, paraît toujours imprécis et redondant avec le droit existant. Les mesures sur l'éducation sont tout aussi problématiques. L'article 21, qui vise à restreindre l'instruction en famille en passant d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, constitue une atteinte manifeste à la liberté d'enseignement. Vous osez dire que c'est un texte de liberté. Prenez les IEF,
C'est tout sauf un texte de liberté. C'est exactement l'inverse, puisque vous restreignez, avec des problèmes d'ailleurs constitutionnels, puisque tout ceci finira au Conseil constitutionnel. La plupart des familles qui pratiquent l'instruction en famille n'ont rien de dangereux terroriste ou de séparatiste. Il me semble que les terroristes français qui ont frappé notre pays étaient tous allés à l'école publique. J'ai fait une petite recherche, il n'y en a aucun qui ont été éduqués dans leur famille. Par ailleurs, en quoi consiste l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est la nouvelle raison qui permettra aux familles de continuer d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent? D'ailleurs, le terme « supérieur » m'a toujours interloqué. Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt supérieur? Enfin, nombre de mesures sur l'exercice du culte au titre 2 vont créer des lourdeurs administratives et comptables importantes et coûteuses pour l'ensemble des associations cultuelles, notamment celles prévues à l'article 26 ou à l'article 27. Ces mesures risquent de dégrader un peu plus l'attractivité du statut de la loi de 1905, alors même que le Gouvernement affiche un objectif dans la présente loi qui est l'exact inverse. Enfin, je voudrais parler de la quatrième catégorie d'articles qui posent problème. C'est les articles qui ne figurent pas dans ce texte. Nous aurions attendu d'un texte ambitionnant de conforter les principes républicains des mesures visant à favoriser l'éducation à la laïcité, bien trop souvent incomprise, mais aussi des mesures en faveur de l'intégration, notamment en matière d'emploi, de logement ou de mixité sociale dans nos territoires. D'ailleurs, madame, messieurs les ministres, dans l'avant-projet dont vous aviez saisi le Conseil d'État, il y avait quelques articles, notamment sur le logement, qui ont disparu. Or, de tout cela, il n'est pas question. Votre texte se veut uniquement répressif, là où il aurait dû être équilibré et comporter un volet éducatif et social tout aussi important, conformément d'ailleurs au discours des Mureaux du président de la République. Dans un tout autre registre, la question des prisons, qui est un sujet crucial pour lutter contre l'islam radical ou le fondamentalisme islamique, n'est pas traitée. Or, c'est l'un des lieux de développement du fondamentalisme islamique. Enfin, la question des moyens n'est pratiquement jamais évoquée, alors que c'est bien souvent ce qui manque avant tout, plutôt qu'un nouvel arsenal juridique. On va prendre l'exemple de l'IEF. Quel est le problème? Seuls 70% des familles sont contrôlées chaque année, alors que ça doit être 100% chaque année. C'est un exemple parmi d'autres. Il faudrait commencer par cela. Pas la peine de modifier la loi sur les IEF. Quand M. Blanquer nous explique qu'on a découvert 2 écoles coraniques dont la moitié des enfants étaient déclarés au titre de l'IEF, qu'est-ce que ça montre? Mais ça montre le dysfonctionnement des services de l'inspection d'académie de ce département. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas ou on contrôle mal. Et donc, ce n'est pas du domaine de la loi, c'est du domaine du règlement. Votre projet de loi, en conclusion, se veut ambitieux sur le modèle de la loi de 1905, mais il comporte trop de mesures inutiles ou inapplicables, voire dangereuses, qui semblent davantage relever de l'affichage politique. Surtout, la loi de 1905 était une loi d'inspiration libérale, d'équilibre, faite de compromis. Or, votre texte reste, lui, malgré certaines améliorations issues de nos travaux en commission, déséquilibré, car penchant uniquement vers le répressif, voire tomber parfois dans des dispositions pouvant être qualifiées de liberticides. Merci, monsieur de Courson.